Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur 6 TV. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Débat. Alors, les rideaux se sont donc refermés sur la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La mobilisation, elle n'était pas des plus exemplaires, mais le spectacle, il y en a eu des déceptions, des satisfactions, des surprises aussi. Et ce sont surtout des décisions tactiques des sélectionneurs qui ont à un certain moment alimenté les débats avant, pendant et après les différentes rencontres de cette compétition. Dans l'émission de ce soir, nous allons tenter de comprendre avec nos invités pourquoi un tel choix tactique au profit ou au détriment d'un autre choix tactique. Pour quel résultat, pour quelle stratégie de jeu, pardon. Et nous allons aussi aborder dans cette émission cette question de sorciers blancs, les entraîneurs étrangers. Ils étaient 12 sur 16 cette année encore. Et c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui a donc remporté cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors est-ce que le mythe du sorcier blanc a encore de l'avenir devant lui? Nous en débattons dans un instant dans votre émission. Sur ce plateau, donc, nous accueillons Théophile Bola. Monsieur Bola, bonsoir. Bonsoir et bonsoir amis sportifs de la radio et la télé 6 TV. Alors actuellement vous êtes entraîneur de l'association sportive de Kaloum, ici même en Guinée. Alors face à vous, il y a Omar Sy Savané. Bonsoir monsieur Savané. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de l'association des entraîneurs de Guinée. Merci donc à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour débriefer en quelque sorte cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, cette compétition a pris fin il y a quelques jours seulement. De façon générale, Omar Sy Savané, comment vous avez vécu cette compétition, cette CAN, en tant qu'entraîneur? Je l'ai vécu avec beaucoup de passion. Vous savez, c'est le centre d'intérêt pour nous, c'est le football. Dès l'instant où le ballon circule, donc on l'a vécu avec passion et avec un grand plaisir également. C'était la même chose chez vous? Passion, plaisir? Oui, ça reste une passion pour nous, éducateurs ou entraîneurs de football, surtout en tant qu'Africains, une grande fête que nous avons participé de loin ou d'autres de près. Donc pour moi, ça reste une fête africaine de football. Mais est-ce que vous avez été satisfait de façon générale par rapport à la façon dont cette CAN s'était déroulée? Ben oui, parce qu'ils ont reçu leur objectif, je vais dire comme ça. Il faut dire que dans un contexte un peu plus ou moins politique, pas très bon, au vu de tout ce qui s'est passé au Gabon. Et on craignait beaucoup de choses. Là, je dis, à l'issue de cette compétition finish, il n'y a eu rien. Donc, c'est l'équipe politique actuelle qui a gagné. L'organisation était là, tout était là. Et le Cameroun a pris la coupe sans incident. Et je remercie Dieu. Alors, Omar Sy Savané, satisfait, Théophile Bola. Il y a eu quand même quelques soucis, notamment par rapport à cette mobilisation. La plupart des stades étaient vides pour plusieurs rencontres. Cela est dû à plusieurs facteurs. Il faut d'abord tenir compte du contexte politique qu'il y a dans ce pays-là, parce que c'est un peu crispé et tout ce qui en suit. Ensuite, avec cette situation, il y a un problème de sécurité qui s'est posé également. Et troisièmement, vous savez, ces matchs se sont déroulés dans des zones qui ne sont pas à trop grande affluence, à part Libreville, Port-Gentil. Donc pratiquement pas. Et ensuite, nous n'étions pas là, mais il faut peut-être voir le prix du coût des billets, peut-être qu'il a dû être un frein également pour les gens même, mais je pense que dans l'ensemble, ça n'échappe pas à la tradition de toutes les CAN africaines où il n'y a souvent pas de grand monde dans les tribunes. Est-ce que l'élimination précoce du pays organisateur, le Gabon, n'aura pas contribué aussi à se faire vider les différents stades de la compétition? Bon, ça peut être l'une des raisons, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La preuve est que quand vous avez vu le match Cameroun, quand on appelle Cameroun Burkina Faso, il y avait du monde.
Oui, donc ça n'explique pas tout. Moi, je pense que c'est... au départ, compte tenu de la préparation, les gens n'avaient pas tellement confiance en leur équipe et cela se ressentait sur le terrain. Théophile Bola, cette mobilisation, cette faible mobilisation autour des matchs, est-ce qu'elle a constitué la tache noire de la compétition pour vous? De la compétition, vous voulez dire par rapport à la mobilisation elle-même au sens propre, c'est-à-dire le pays hôte qui est le Gabon. Parce que moi, je vais vous dire que j'avais sur le banc un des organisateurs qui s'appelle Daniel Cousin, un ancien joueur de la France qui est binational, qui est français-gabonais. Il est, pour le moment, il a fait quoi, quelle tâche? Il était directeur sportif, si vous voulez, entre guillemets, manager général de l'équipe nationale. C'est lui qui était au four et au moulin. J'ai participé, je suis avec lui dans les cours, on fait la licence A, on va finir ça dans 2 mois. Je ne pense pas qu'ils attendaient quelque chose de meilleur par rapport à la mobilisation. Parce qu'il y avait l'opposant qui était là, tout ça, ça ne jouait pas le jeu. Mais ils voulaient, je me répète encore, aller jusqu'à la phase finale et finir en beauté la compétition. Donc moi, pour moi, connaissant tout ce qui s'est passé en coulisses, je dirais que c'est satisfaisant. Ils ont pu relever les défis, donc ils sont arrivés quand même à bon port. Ouais. Alors, dans le jeu maintenant, c'est donc le Cameroun qui s'est adjugé le trophée de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est la 5e fois d'ailleurs. Les Camerounais auront attendu pendant 15 ans avant donc de décrocher la timbale. Est-ce que vous avez été surpris au regard du parcours de ces Camerounais? Bon, mais faut être très honnête, ça a été une surprise pour tout le monde. Hein. Enfin, pour moi, particulièrement, ça a été une surprise. Mais aussi, quand même, le Cameroun a réussi à résoudre un certain nombre de problèmes qui constituent un handicap sérieux pour lui dans les temps. C'est le problème du capitanat et ensuite le conflit de génération. Mais vous voyez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cette Coupe d'Afrique qu'on appelle la réussite du Cameroun aujourd'hui, il y a 2 hommes qui sont à la base, ça il faut reconnaître. Hugo Bross, quand même, qui a eu le courage quand même de maintenir ce groupe de jeunes. Et la défection, comme on le dit, des ténors, ça leur a rendu un très grand service parce que ça lui a permis de gérer un petit peu ces jeunes loups-là, ces jeunes lions. Et mieux, avec Boukandio comme capitaine, qui a fait l'unanimité, parce que vous savez, le problème de brassard au Cameroun, c'est un conflit éternel. C'est un conflit éternel. Donc là, il a réussi à avoir ce brassard-là et ensuite, l'apport de Koulou, etc. et l'autre Abdou. Mais surtout le gardien, Fabrice Ndoye, qui a été très étincelant pendant la défense rencontre. Ça, c'est le résultat technique. Mais la gestion des hommes, il faut que leur rapport était très important. Koulou, qui a accepté d'être sur les bancs par rapport à un jeune, compte tenu de son expérience, et la rentrée, il a fait la différence sans cri égal. Donc la gestion des vestiaires était très bonne du côté des Camerounais. Il n'y avait pas de gros problèmes comme on en connaissait auparavant, où il y avait des conflits entre Paul et Pierre, etc., etc. Donc ça a été la base de leur réussite. Ça, il faut saluer Hugo Bross pour ça. Il faut saluer la gestion des vestiaires maintenant, le buteur qu'on appelle Nkoulou et puis Abouakar, qui ont été quand même... Et maintenant, bon, sur le plan technique, évidemment, on tirer une chandelle au gardien du but. Ouais. Alors, Théophile Bola, cette victoire, est-ce que vous êtes d'accord que c'est vraiment cette gestion de vestiaire qui aura permis aux Camerounais d'engranger ce trophée? Moi, je dirais oui et non. Non, parce que je pense que c'est le fruit d'une bonne entente, d'une bonne organisation. Il faut dire qu'ils ont mis de côté leurs divergences depuis la population, parce que la population sportive n'était pas 100% avec l'équipe. La politique 50-50 n'était pas avec l'équipe. Les anciens joueurs, les ténors camerounais, s'étaient divisés aussi, mais ils ont mis toutes ces divergences à côté pour essayer d'accompagner la nouvelle génération. Je pense que tout a commencé par là. Moi, je ne dirais pas que c'est une surprise, parce que tout part par l'organisation. Qui veut aller à la guerre, prépare sa monture. Donc, ils se sont bien préparés, ils se sont dit, bon, on ne s'entend pas. Je vais souligner que la fédération camerounaise de football, c'est parmi, je vais dire, parmi les meilleures fédérations qui sont champions de division.
Excusez-moi de dire ces termes un peu à l'ironie. Mais cette fois-ci, après 15 ans, ils se sont dit, attends, on va perdre notre étiquette, on va perdre notre label Cameroun, les Lions indomptables. Il faut qu'on se mette ensemble. Il y a des stars qui ont mis de l'argent. Il y a aussi la population qui a contribué, n'est-ce pas? Ils ont accepté de contribuer pour oublier tout. N'oublions pas qu'il y a eu une réconciliation entre la population et l'équipe, entre la fédération et les stars qui sont en Europe, les anciens comme les nouveaux. Donc, ils se sont mis derrière l'équipe pour booster cette nouvelle génération. Ben, ce qui a payé. Donc, parce que le football, 70%, je l'ai toujours dit, ça joue dans la tête, c'est psychologique. Et on a vu que c'est cette partie psychologique, la réconciliation, la remobilisation des troupes, ils se sont mis ensemble, ils ont été solidaires, ils ont laissé de côté leur je sais quoi, bah, ils sont partis pour choper une coupe et ils l'ont eu. Alors, aujourd'hui, donc, le Cameroun champion d'Afrique, mais il y a quand même eu des périodes de frayeur lorsque l'équipe a notamment concédé un nul face au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'était l'équipe considérée comme le petit pousset de cette compétition. Alors, est-ce que, quelque part, au départ, vous êtes quand même, vous n'êtes pas surpris, mais est-ce que ça n'a pas contribué quand même à faire douter de la capacité de cette formation camerounaise à aller jusqu'au bout de la compétition? Ben, je me répète encore, je dis sur le plan footballistique, en lui-même comme ça, il n'y avait pas le Cameroun d'antan, hein, le Cameroun qu'on attendait. Le jeu, tout ce qu'on peut entendre du Cameroun il y a 15 ans, ce n'est pas cette équipe qu'on attendait. Mais je me répète pour dire que la partie psychologique a aidé. Ils ont trébuché. Ils se sont réorganisés en route parce que c'est aussi ça le football. Donc quand vous êtes dans un parcours, c'était comme un championnat, une course de fond, pas une course de vitesse. Ils ont fait d'abord les quarts, les 4 équipes dans un groupe. Ils se sont mis en évidence, ils devaient continuer, ils ont eu la chance, n'est-ce pas, contre le Sénégal. Et quand on a la chance aussi, il faut vous dire que derrière, il y a un esprit de groupe, parce que la chance va avec l'esprit de groupe. Si aujourd'hui, je vais prendre une petite parenthèse si vous me le permettez, si aujourd'hui Syrie Nationale avait fait ça, l'équipe guinéenne avait fait ça, c'est-à-dire conflit de génération qui existe, je vais ne cesser de souligner, qui existe depuis les Afia et les Sili d'antan, et les gens ne sont jamais ensemble, ce n'est pas un Guinéen qui va me contredire, donc les Camerounais l'ont fait. Donc, et la partie psychologique, la partie réconciliation a payé. Moi, pour le Cameroun, je ne parle pas de football. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est un coach blanc? Et quel système de jeu ils ont joué? J'ai dit la partie psychologique a gagné. Il a payé. Si nous sommes ensemble, nous voulons renverser les montagnes. Mais si on n'est pas ensemble, ben, on va rendre dispersé. Ça ne colle pas. Ça tient pas. Au marché, toute la littérature, c'est la gestion des vestiaires. Quelle que soit la mobilisation du peuple, quels que soient les moyens mis à votre disposition, si dans votre équipe, les 23 joueurs qui connaissent, vous n'arrivez pas à gérer les vestiaires, absolument le résultat sera mauvais. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des vestiaires. Et la gestion des vestiaires repose uniquement, d'abord, principalement sur l'aspect psychologique. Ça c'est important. Quand on parle de la gestion des vestiaires, c'est pour gérer les égos des gens. On a quand même entendu, par exemple, le sélectionneur ivoirien, après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire, il a notamment expliqué cette débâcle par le fait qu'il y avait eu carrément de la cassure dans ces vestiaires. Oui, mais le problème de la Côte d'Ivoire, de certains pays, vous savez, c'est pourquoi je vous dis, par exemple, le Cameroun a eu la chance d'avoir un capitaine comme Moukandio, qui a pu maîtriser ses camarades. Et avec eux, il y a eu un bon climat. Et ensuite, les 2 anciens, quand même, qui étaient dans le groupe, ont accepté de se mettre au service du groupe. Et ça, c'est ça la gestion des vestiaires. Là, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on sent automatiquement qu'il en manque. Ce que le Cameroun a eu, les 2 leaders, c'est-à-dire les 2 leaders techniques, qu'on appelle qui est Moukandio, et ensuite les leaders du groupe qui sont les anciens. En Côte d'Ivoire, par exemple, il a manqué aujourd'hui, qu'on ne le veuille ou pas, un leader de groupe tel que Yaya, un leader technique comme Gervinho. Donc, pratiquement, ce n'est pas Sérédier qui va être le leader de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez un tout petit peu, c'est pourquoi la gestion des vestiaires est importante, et cela part de la présence d'abord du technicien, c'est le mental. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a le choix des hommes,
ça c'est indéniable. Il y a la lecture que vous faites de votre jeu, mais la préparation, l'essentiel d'un match de football repose sur l'aspect psychologique. Et ça passe par la gestion du vestiaire. Si les égos sont trop exprimés, c'est sûr et certain que vous allez à l'abîme. Oui. Alors, au départ, il y avait un certain nombre d'équipes qui étaient quand même considérées comme des favorites. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana notamment. Et finalement, on a vu ces équipes tomber les unes après les autres. Quel est donc l'enseignement que vous tirez de façon globale de cette CAN, vous en tant qu'entraîneur? Non, moi d'abord que je retiens d'une chose, quand vous prenez une équipe comme le Sénégal a été victime un tout petit peu de la présence de Mané. Hein? Sadio Mané. Sadio Mané. Je pense qu'ils ont pensé qu'une hirondelle lance le printemps, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc ils ont trop un peu pensé, trop appuyé sur eux. Donc ensuite, il faut le reconnaître qu'ils ont manqué de chance. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y a manqué à ces équipes-là, justement, ces éléments clés. Vous savez, ces éléments clés qui puissent, quand vous prenez par exemple l'équipe du Sénégal, quand vous la voyez jouer, il n'y a pas un harangueur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour pouvoir booster le groupe dans le jeu. Il n'y en a pas. Donc, bon, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Quand vous prenez même la Tunisie, c'est pareil. Donc vous comprenez par là qu'il a manqué, moi je dis à ces équipes-là, absolument, qui étaient considérés comme favoris, qui sont tombés, mais c'est par manque de leader technique et de leader de groupe. Ouais. Théophile Bola, est-ce que c'est votre point de vue? Non, je vais plutôt rebondir par rapport à Sissavané, notre président des entraîneurs, de l'association des entraîneurs de football. Quand on dit la gestion des vestiaires, moi personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense dire la gestion des périphériques et la gestion de l'entourage, tout ce qui entoure. Parce que le coach, les sélections nationales, qu'est-ce que lui fait? Il prend l'atmosphère du périphérique de l'équipe nationale pour ramener ça au vestiaire et pour essayer de vulgariser, n'est-ce pas, ces joueurs. Donc la gestion du vestiaire dépend de la gestion du périphérique de l'équipe nationale. Dans l'occurrence, l'équipe de Cameroun. Donc, cette périphérique s'est organisée, s'est réconciliée. Et le coach, il a pris des mots du périphérique, c'est-à-dire de l'environnement de l'équipe pour travailler dans les vestiaires. Donc, le vestiaire vient après. Mais c'est d'abord l'environnement, d'abord les périphériques, d'abord la population. Et moi, je prends un exemple. Je suis arrivé à la tête d'un club qui s'appelle l'ASK, qui est en déficit, qui n'a pas assez d'argent. Donc, je prends le périphérique, je prends l'atmosphère et j'ai le discours à dire à mes joueurs. Comment vous allez travailler par rapport... Ça, c'est la gestion des vestiaires. La gestion du vestiaire, les coachs peuvent le faire qu'en écoutant ou en comprenant la gestion du périphérique de son équipe. En fait, c'est juste ça. C'est juste pour l'environnement, tout ce qui entoure. Parce que quand on dit la gestion des vestiaires, c'est juste, on est dans les vestiaires et c'est le mettre, comme moi j'ai toujours dit que je suis capitaine de l'équipe, dans la vestiaire. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas capitaine des entraîneurs, mais capitaine de l'équipe, de mon équipe dans les vestiaires. Je prends tout ce qui se dit dans les périphériques, dans l'environnement de ma contrée, de mon entité, et je ramène ça dans les vestiaires. Et mon discours dans les vestiaires, c'est ça le discours qui va faire, si vous voyez, les courriers de transmission entre le périphérique, l'environnement, et le vestiaire pour aller au match. Ouais. Donc je vais juste éviter les mots la gestion du vestiaire parce que ça va être un mot un peu trop spécifique, technique. Oui. Ouais. Mais parlons, il a raison de tout ce qu'il a dit, mais parlons plutôt de la gestion de l'environnement. Ouais. Alors par rapport à cette question, il veut rebondir et après on reviendra à vous pour prendre les leçons que vous-même vous avez tirées de cette compétition. Moi je voudrais le dire, j'ai suivi souvent sur une des chaînes africaines la préparation des Lions. La préparation des Lions. Aujourd'hui, il y a eu un sursaut d'orgueil. Il y a eu un sursaut d'orgueil de la part de ces jeunes-là qui ont compris, parce qu'avec la défection de ceux qu'ils considèrent comme ténors, il y a des Camerounais qui n'étaient pas chauds, on le dit en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas chauds. Mais ces jeunes ont prouvé, avec leur entraîneur et plus Moukanjo, qu'ils ont réussi quelque chose. C'est ce que je suis en train de le dire. La gestion de vestiaire, ce n'est pas autre chose.
si vous prenez tous les éléments qu'il y a, comme vous le dites, le périphérique, etc., si vous ne les traitez pas bien, pour les remettre au niveau et en faire un élément positif, est-ce que vous pensez que vous pouvez mobiliser vos joueurs? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Si vous prenez par exemple l'attitude du peuple qui n'est pas, des gens qui ne sont pas contents, etc., qui ne croient pas à cette équipe-là, c'est un élément fort pour vous. Vous devez utiliser ce argument de la psychanalyse pour dire aux gens, les gens ne croient pas en vous, choquez-vous, révoltez-vous. C'est ça l'environnement, c'est ça la maîtrise. Donc vous prenez tous ces éléments-là. La psychanalyse existe. C'est de choquer l'individu pour qu'il se révolte pour aboutir à un bon résultat. C'est ce qui est arrivé. On parle juste la même chose. On parle juste la terminologie de la gestion des vestiaires. Parce que moi, en attendant la gestion des vestiaires, c'est juste à l'approche du match. On est dans les vestiaires. Bon, mais c'est juste... Maintenant, on va progresser. On va progresser. Maintenant, parlons maintenant des leçons que vous-même vous tirez après avoir constaté ces débâcles à répétition pour les équipes favorites, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Elles étaient très nombreuses, ces équipes qui, au départ, étaient donc réputées comme étant ces équipes conquérantes, mais finalement qui ont déçu. La Tunisie fait partie de ce lot. Ben, moi, je vais répondre. Je vais juste dire que... Est-ce qu'il manque à ces équipes des joueurs harangueurs, comme le disait tout à l'heure Si Savané? Pour moi, le football n'est pas mathématique. Hein. Le football, ça reste le football. On n'attendait pas l'Égypte. On n'attendait pas, n'est-ce pas, aussi le Cameroun en phase de finale. Nous, passionnés du football. Mais... ça reste le football. Ces équipes comme le Sénégal, la Tunisie et autres, je vais même dans la RDC, tout le monde se disait qu'attends, si ce n'est pas le Sénégal, c'est le Ghana, si ce n'est pas le Ghana, c'est la Tunisie, si ce n'est pas ça, c'est ça. Mais les autres, ils ont plus de devant. Ils ont compris qu'est-ce qu'on appelle la compétition. La compétition se joue dans la tête. Ça ne se joue pas dans le qui a fait quoi, qui est préparateur physique, comme nous on entend parler ici. La compétition se joue dans la tête. Mais concrètement, qu'est-ce qui a manqué à ces équipes favorites? Parce qu'ils avaient, c'est que mon président Assis Savani, il a dit, l'orgueil, l'excès des ailes. Quand on part gagnant déjà dans une compétition, et moi, quand je pars perdant, je peux dire à mes gars, attention, si vous gagnez les gagnants, c'est-à-dire vous êtes gagnants. Je peux avoir des mots, et les gars, ils avaient l'excès des ailes, l'excès de confiance. Et je prends l'exemple de notre voisin, le Sénégal. Ils avaient l'excès des ailes parce qu'on parlait d'eux. On parlait du Sénégal. Le Sénégal ne pouvait pas sortir avant le quart de finale. Il ne pouvait pas sortir. Il pouvait arriver quand même en finale. Mais là, c'était quand même réel. C'était évident au regard du parcours du Sénégal quand même. Lorsqu'on a vu un peu pendant les éliminatoires de cette CAN, le Sénégal a évolué sans faute note. 6 rencontres, 6 victoires. Non, Ibrahim Sori, Dieu a créé 7 jours. Il a appelé un jour qui s'appelle lundi. Il a appelé un autre jour qui s'appelle samedi, un autre jour qui s'appelle dimanche. 2 matchs ne se ressemblent pas. Ce n'est pas parce que vous avez écrasé les éliminatoires, vous avez rencontré quelle équipe dans les éliminatoires? Vous avez rencontré quelle équipe dans les éliminatoires? Vous prenez la Guinée-Bissau, elle a battu la Zambie, qui est détentée d'une coupe, mais elle a fait quel parcours? Ça ne compte pas. Ça, c'est pourquoi on le dit, chaque match est un examen et pour l'entraîneur et pour le joueur. Ça, c'est évident. Donc, dire non, je crois que ça ne compte pas. Ce n'est pas parce que vous avez écrasé les éliminatoires que forcément... Non, je ne sais pas. Ça n'est écrit nulle part. Ça n'est écrit nulle part. Chaque jour, il faut vous remettre en cause. Alors, il faut aussi dire que là où ils se sont butés, c'est quoi? C'est au tir au but. Et on revient... Et quand on contre le Cameroun. Contre le Cameroun, quand on joue le tir au but, c'est toujours le mental. Hein. Donc on revient pareil. Nous, on va dire, moi et mon grand, on va dire que c'est le mental qui a gagné. Ouais. Alors l'autre constat justement de cette CAN, c'est par rapport au dispositif tactique utilisé par les entraîneurs. On a eu cette fois encore qu'on a utilisé beaucoup plus de défenseurs que d'attaquants. Le système qui était d'ailleurs le plus utilisé, c'était soit un 4-4-2 avec les différentes variantes, peu de 4-3-3. Et conséquence, on a quand même marqué de buts, moins de buts par rapport aux compétitions, à certaines compétitions antérieures. Par exemple, cette fois en 2017, il y a eu 66 buts qui ont été marqués, alors qu'en 2008, on se rappelle, il y a eu 99 buts qui ont été marqués pendant cette compétition. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est la nouvelle tendance? C'est la nouvelle tendance maintenant chez les entraîneurs sur le continent africain, si Savané?
Non, non, mais c'est pas une tendance, vous avez bien dit. Il y a des variantes 3-5-2, etc. Ça, c'est bien beau. Le Sénégal, par exemple, le Sénégal avec 4 milieux de terrain, 2 attaquants de pointe, etc. Et tout ça, c'est bien beau, comme il a dit. Quel que soit le schéma tactique que vous appliquez, la chose la plus importante, c'est l'animation. Vous avez vu Nkoulou qui est défenseur central, c'est pas lui qui a marqué le but d'égalisation, il se retrouve devant. Donc c'est l'animation. Si cette animation-là, vous n'avez pas de réussite dans cette animation, il n'y a pas d'équilibre entre l'attaque et la défense, c'est difficile que vous réussissiez. Donc je dis pratiquement que, moi à mon avis, il y a des équipes qui ont... Vous savez, on a l'ère du réalisme. Hein? On a l'ère du réalisme. Quand vous prenez par exemple le Cameroun, vous prenez par exemple le Togo, de Claude Leroy. Le Togo savait par exemple pertinemment qu'il n'avait pas grand-chose à perdre dans cette affaire. Donc, pratiquement, ils ont joué les mains libres, sans pression. Mais quand vous prenez, par exemple, l'Égypte, compte tenu du fait qu'avant, les Égyptiens, la sélection se faisait de façon locale. Mais maintenant, cette fois-ci, il y a beaucoup d'expatriés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont adopté, et personne ne croyait en eux. Bon, ils se sont dit, bon, mais puisque dans un match de football, surtout tant que tu n'as pas pris de but, tu n'es pas éliminé, tu n'es pas en danger, moralement tu es très bon, un vaut mieux que 0 dans les matchs pour les éliminatoires. 1 vaut mieux que 0. Donc ils ont toujours cherché à l'argent d'un petit point. Et pour ça, ils ont appliqué ce que les Ivoiriens appellent le système tabouret. C'est-à-dire 4 défenseurs, 2 milieux de terrain qui attendent, et les autres, on laisse, c'est pas mal, l'image qu'on appelle le brin de folie, à 3 attaquants, s'ils marquent, ils ont marqué comme ça. Alors, finalement voilà. on joue pour ne pas perdre. Non, mais les gens ont plutôt peur de perdre que d'envie de gagner. Donc, ce qui explique le système tabouret. Ouais. Le système tabouret, c'est 6 défenseurs, 7 défenseurs. Ces choix tactiques s'expliquent ainsi pour vous aussi? Oui, moi je dirais que la nouvelle génération, on l'a vu avec la nouvelle CAN 2017, la 31e, je pense. Les équipes ont tendance à jouer défensif. Mais moi je dirais comme Sisavanet, ça dépend de l'animation. Mais il faut aller-y chercher, bien qu'on joue défensif, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'animation? Après, qu'est-ce qu'on va faire? À l'occurrence, cette année, on a vu plus les 4-4-2 à l'ancienne, mais qui a été modifié par les coachs. Est-ce qu'on joue ces blocs défensifs médians? On joue ce bloc défensif bas? Est-ce qu'on joue ce bloc défensif haut? Ça dépend de qu'est-ce que le coach entend. Parce que si on joue par exemple un bloc défensif comme on a vu, l'équipe camerounaise a commencé avec un bloc défensif médian, on les a trouvés dans le dos. Donc il y avait beaucoup d'espace dans le dos pour faire des courses. Ils ont corrigé pour essayer de jouer bas, ils ont fait 60 minutes les derniers matchs, je veux dire la finale, ils ne retrouvaient pas comment jouer. Mais le coach, il restait 30 minutes, il s'est dit bon, je vais changer le bloc. Il a fait monter son bloc, il a joué. Pour dire que moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours dit que si on veut gagner, ce n'est pas parce qu'on va avoir les garçons talentueux, mais surtout parce qu'on va avoir une tactique imposée, une tactique pour jouer ensemble ou pour chercher. Au jour d'aujourd'hui, les gars, ils profitent d'un temps d'avance, même s'il est tout seul. Ils profitent de ce temps d'avance pour aller finir. Donc, les blocs médians, les blocs bas ou n'importe quel jeu, le football est aujourd'hui plus physique qu'avant. Est-ce que c'est vraiment ce dispositif défensif-là qu'il faut aujourd'hui au continent africain, ou est-ce qu'il faut un dispositif particulier qui ne soit pas forcément défensif, comme on l'a constaté tout au long de cette CAN? Non, mais ça dépend. Vous savez, ça dépend quand vous prenez... Sophie Bola aujourd'hui qui va jouer un match de football, là est-ce qu'elle va aller jouer contre, je ne sais pas moi, l'Espérance de Tunis? S'il me dit qu'il va se jeter complètement, ouvrir à Tunis, ouvrir complètement, parce qu'il veut jouer le football offensif, mais je crois que d'abord il va constituer une base pour ne pas... Ce que je dis, il faut d'abord... Non, finalement, tout dépend de l'objectif recherché par le sélectionneur. Mais effectivement, nous sommes à l'ère de réalisme. C'est-à-dire qu'il faut se cacher la vérité. Aujourd'hui, c'est le réalisme. Il y a trop d'intérêt en jeu pour que vous vous laissez éliminer facilement. Ça, vous avez vu le gardien togolais, le fait d'avoir pris un but en attaque chez lui. Donc vous comprenez,
Donc c'est pour vous dire que s'ils avaient réussi un très bon match, ils n'avaient pas pris de but, mais ça ne serait pas arrivé. Donc c'est un aspect. Aujourd'hui, qu'on ne veuille ou pas, il y a trop d'intérêt financier en jeu. Oui. Donc, je vais essayer de rebondir par rapport au jeu, et par rapport à cette génération, à cette nouvelle génération et voir aussi l'ancienne génération. Je vais donner un exemple que vous connaissez. Avant, avec les Ajax, on jouait la conservation, on progressait. Et avec le Brésil, vous connaissez le Brésil, comment ils jouaient conservation, plusieurs passes, ils évoluaient. Les Européens, ils ont compris. C'est pourquoi vous avez parlé de 12 Européens qui sont venus. Et finalement, c'est un entraîneur européen qui a gagné. Parce que maintenant, cet aspect de jeu, même le Brésil, il n'a pas sa place. Parce que maintenant, on joue vers l'avant. On joue vers l'avant et on ne calcule pas. Le but du jeu, c'est de marquer, c'est faire plaisir, c'est toucher le filet. Et comment toucher le filet? Si je peux toucher le filet tout seul, en profitant de mon temps d'avance pour échapper tout le monde, comme les grands joueurs le font, ça suffit, on touche le filet. Le grand plaisir, c'est quand on est dans les vestiaires, on a gagné les matchs, c'est bon, on joue vers l'avant. Maintenant, c'est comme ça qu'on ne parle plus d'Ajax, parce que le jeu, il est vers l'avant, le jeu, il est rapide, quel que soit le système de jeu, 4-4-2 ou, je ne sais pas, 4-3-3, mais est-ce qu'on joue en vitesse? Est-ce qu'on va vers l'avant? Je prends un exemple, le Congo, la RDC, qui n'a pas un fond de jeu par rapport à l'AP Bangora, qui avait un fond de jeu, mais le Congo a joué vers l'avant. Il s'en fout, il a utilisé ses individualités pour jouer vite. Et ils ont gagné ici 2-1. Et pourtant, c'est la Guinée qui avait fait le jeu. Ouais. Au finish, on ne va pas dire la Guinée a bien joué, il a 2 points. Le Congo, il a mal joué, même s'il a marqué, il a 3 points. Non, c'est le Congo qui a fait la fête. Ouais. Donc, pour aujourd'hui, le football, il est l'objectif. Où on va, on cherche le couloir de jeu direct pour marquer. Et si on marque, on se replace. Oui. Alors, on va aborder une dernière chose avant de finir cette émission. C'est par rapport à ces entraîneurs étrangers, à ces sorciers blancs, comme on les appelle habituellement ici en Afrique. Ils étaient 12 cette année, 4 seulement sélectionneurs locaux pendant cette compétition. Comment expliquez-vous cette disparité au sein des équipes africaines? C'est la frilosité des fédérations. Ils sont frileux. Ils sont frileux, c'est leur frilosité. Ça veut dire quoi concrètement? Je m'explique. Vous prenez tous ces entraîneurs blancs là, il y a combien qui ont gagné? Combien qui ont gagné une Coupe d'Afrique des Nations successivement 3 fois? Combien? Il n'y en a pas. Si attaque un Égyptien a gagné 3 fois de suite. Hein? Donc les Africains sont formés pour entraîner sur la planète Mars. Non, moi je vous pose la question. Mais sur le plan africain quand même, il y a une certaine suprématie des entraîneurs étrangers. Et cette année encore, l'exemple nous est donné parce que c'est un étranger qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je n'aime pas cette... Bon, je suis bien d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Tous les Blancs qui sont arrivés là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, quel est le seul Européen qui a gagné 3 fois successivement la CAN? Il n'y en a pas. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Non, attendez, ils sont de plus en plus nombreux. C'est la frilosité des fédérations qui font... C'est pas on pense qu'en faisant venir un blanc, on gagne tout. C'est pas vrai. Il y a eu 54, combien on gagne? Donc les Africains sont faits pour entraîner sur la planète Mars. Donc les formations que nous faisons, ça ne sert à rien. Ouais. Hein? Non, attendez. Vous prenez Kasper Zak, il a fait combien de pays? Il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait la Tunisie, il a refait la Tunisie, il a refait le Sénégal, il a fait le Mali, il a gagné combien de cannes? Combien? Vous prenez Claude Leroy, on dit qu'il a fait 9 cannes, il a gagné combien de fois? Une seule fois. Vous prenez Yeo Martial qui a fait 2 fois la canne, il a eu une seule fois, donc 50%. Quand vous prenez le pourcentage de c'est-à-dire, vous savez ce que j'ai dit, nous sommes frileux. On pense que, jusqu'à présent, on pense que c'est les Blancs qui peuvent faire. Vous prenez par exemple qu'on appelle un pays comme l'Égypte, vous pensez très honnêtement, même le Sénégal. Il y a combien de... qu'on appelle le président sénégalais, Macky Sall, et combien de Sénégalais? Près de 20 millions. Et vous croyez qu'un seul Sénégalais soit incapable de diriger 22 Sénégalais? Il faut arrêter. C'est un complexe. Théophile Bola, est-ce que il parle de complexe, il parle de frilosité des dirigeants? Est-ce qu'au niveau des entraîneurs locaux aussi, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause qui doit s'effectuer? C'est-à-dire? À votre niveau? Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez remise en cause? Est-ce que vous, à un certain moment,
vous ne vous dites pas, il nous manque quelque chose. C'est pourquoi on préfère ces étrangers à nous qui sommes les locaux. C'est-à-dire, moi je comprends. Ils sont là, ils sont à la tête de la plupart des équipes africaines. Donc forcément, les fédérations les préfèrent à vous. J'ai dit que c'est la frilosité des gens. On a compris, oui, on a compris ça. Mais vous, Théophile, vous, entraîneurs locaux, est-ce qu'à votre niveau, les problèmes ne se posent pas aussi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous manque aujourd'hui pour concurrencer ces entraîneurs étrangers? Ouais, selon vous, excusez-moi. Non. Excusez-moi, on va entendre d'abord Théophile sur la question. Oui. Bon, sur la question, ça me fait rigoler déjà parce que je ne partage pas votre avis, tous les deux. Nous sommes au XXIe siècle. On ne peut pas parler d'étrangers, entraîneurs étrangers ou quoi. Moi, je les vois, ils sont blancs de peau, mais pour moi, c'est des êtres humains. Et au jour d'aujourd'hui, la FIFA nous dit, on nous parle de du coaching convention. C'est-à-dire que tu as la licence B en Europe, tu peux entraîner ici, nous avons la licence A, on peut entraîner là-bas, et au nord et au sud, il n'y a pas de souci. Moi, je ne pense pas que le débat, il est là-bas. Le débat, il ne doit pas être... Vous, ça ne vous choque pas personnellement qu'il y ait autant de sélectionneurs étrangers à la tête des équipes africaines? J'en viens. Le mot étranger, moi, c'est banni depuis 1800. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un Michel Dussier qui était ici. Je ne connais pas sa couleur. Et le coach qui a eu la coupe n'est-ce pas, de la CAN 2017, c'est un blanc. Pour moi, je ne connais pas sa couleur. Je connais son nom, je ne connais pas sa couleur. Pourquoi je vais vous dire ça? Sinon, on risque d'être fermé. Moi, Théophile Bola, je viens jouer mon football et faire du sérieux parce que, dit-on que, excusez-moi de dire encore entre guillemets, le blanc font du sérieux. Et les blancs, ils sont rigoureux, ils demandent. Moi, je vais essayer de faire du sérieux. Quand on me dit de sélectionner mon cousin, je dis mon cousin ne sera pas là parce qu'il n'est pas bon. Quand je demande 40 ballons, je vais voir 40 ballons. C'est le problème de la personnalité. Nous ne sommes pas aussi ça. On ne se respecte pas. Nous, les locaux. Nous, les locaux, on ne se respecte pas. Parce que quand on te met aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale, tu vas tourner derrière, autour du pot, tu vas chercher ton cousin, tu vas chercher... Bien sûr, il y a aussi des blancs qui le font. Là, il n'y a ni frilosité au niveau de la fédération. C'est pas un problème. C'est pas un problème d'infériorité, de complexe ou quoi. C'est pas ces problèmes-là. C'est que l'homme noir aujourd'hui n'est pas à même à faire comme Obama. C'est des exceptions près. Moi, j'aimerais, au contraire, qu'il est tout autour de moi, Oroya un blanc, Kaloum un blanc, et moi je peux entraîner Satellite un noir. Même s'il y avait 13 blancs, moi je vais le prouver que ici, dans mon équipe, c'est moi le capitaine. C'est une façon de travailler. Donc, si nous, on ne se met pas à travailler, à chercher, à choper la coupe devant les blancs, donc, quoi qu'on dise, on sera noir, ils ne vont pas nous prendre. Parce que si chaque année, ils prennent, même si ça change, excusez-moi, même si ça change de personne. Hier, c'était l'autre personne qui a pris. Hier, c'était un autre entraîneur. Mais il est quoi? Si on fait les statistiques, on va voir plus de blancs, ou les sorciers blancs, ils ont pris des coupes. Mais pourquoi pas nous, on a pris? On n'a pas pris parce qu'on est médiocre, non. On connaît, on fait la formation ensemble partout. C'est pas parce qu'on est médiocre. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de football anglais dans mes veines, mais je fais la formation en France. Donc, je joue à l'anglaise, je joue à la folie. Mais quand je vois un entraîneur blanc à mes côtés, ou je vois Sif Vanane qui est mon grand, qui m'a enseigné le football, parce qu'il n'est pas loin de El Kaba, c'est nos instructeurs. Donc, si je vais jouer là-bas, moi, je vais jouer à fond. Pour dire que grand, tu as formé quelqu'un. Ouais. Donc nous sommes encore à la traîne. Nous sommes encore en train de calculer quel pot il a joué. Non. Est-ce que tu l'as concurrencié? Est-ce que tu as joué contre lui? Est-ce que tu l'as dépassé par rapport à la psychologie, par rapport à l'aspect tactique et technique? Est-ce que tu l'as dépassé? Moi, je dis carrément que nous devons nous mettre en cause. Nous devons nous poser la question. Est-ce qu'on fait mieux ou on ne fait pas mieux? Ouais. Et on va s'arrêter là, si vous le permettez bien. Il est l'heure de cette émission. Merci beaucoup, merci. C'est un débat, en tout cas, le débat sur les sorciers blancs qui continuent toujours d'imposer leur suprématie sur le football sur le continent africain. C'est donc terminé, mesdames et messieurs, pour le compte de cette émission débat sur 6TV. Aujourd'hui, nous avons donc parlé, nous avons débriefé en quelque sorte la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec nos invités Oumar Sy Savané
Savané. Il est le président de l'association des entraîneurs de Guinée. Grand merci à vous, monsieur Savané, d'avoir accepté notre invitation. Et face à vous, il y avait Théophile Bola, actuellement entraîneur de l'association sportive de Kaloma. Vous aussi, merci de votre fidélité et surtout à cette équipe qui m'aide toutes les semaines à préparer et à présenter cette émission que vous retrouverez la semaine prochaine sur nos antennes. Excellente soirée à tous.